Bonjour à tous, je m'appelle Cassandra et je souhaite vous aider à trouver des solutions en matière d'orientation. Et oui, ne vous est-il jamais arrivé de douter de vos orientations professionnelles, de vous lever le matin sans passion et de vous sentir piégé ? #orientation professionnelle éclairée, c'est le podcast qui va vous faire partager le quotidien de personnes aux parcours différents avec des récits singuliers, passionnants et ouverts à tous. Alors tendez l'oreille, ici c'est Hope. Aujourd'hui, nous accueillons Youssef, actuellement en master à l'IAE de Lyon en commerce international et futur alternant au sein de l'Olympique lyonnais. Il nous raconte son parcours. Il a tout d'abord commencé le lycée en Tunisie, puis a passé son bac en France avant de poursuivre ses études en licence MSH à l'IAE. Toujours attiré par ce qu'il appelle le business, c'est un leader dans l'âme. Et c'est ce qui l'amène, aujourd'hui, à nous partager, avec assurance, son parcours atypique et sa détermination, car il a trouvé, lui, sa vocation. Ne quittez pas, il va tout vous expliquer. Bonjour Youssef, bienvenue dans notre podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire l'âge que tu as et dans quelle formation tu évolues ? Alors bonjour tout le monde, c'est Benlaga Youssef, j'ai 23 ans, je suis né en Tunisie et je suis venu en France en 2014 pour passer mon bac et ensuite j'ai entamé des études en business, en économie. Donc tout d'abord une licence en MSH qui est donc Management Sciences Humaines à l'IAE de Lyon. J'ai ensuite enchaîné un Master 1 en affaires étrangères et un Master 2 donc en International Business qui est un Master 2 totalement en anglais. D'accord, donc tu as passé ton bac en Tunisie, on est d'accord ? Non, donc j'ai passé les 2 premiers trimestres de la terminale, donc terminale ES en Tunisie, et le 3e trimestre je l'ai passé donc, à Lyon, dans le lycée Édouard Herriot. Pourquoi tu as fait ce choix ? Pour des raisons familiales, donc mon père a eu un poste à Lyon et a déménagé ici. Ok. Comment t'as réussi à t'orienter au niveau du bac et te dire tiens j'ai envie de faire un bac ES ? J'ai toujours été orienté vers le business, donc un bac scientifique ne m'intéresse pas plus que ça, et un bac L pas du tout. Donc un bac ES semblait être donc la voie idéale pour moi. D'accord, donc après tu es parti en licence, du coup licence tu m'as dit MSH. Quels ont été les principaux cours auxquels tu as participé pendant cette licence ? On avait des cours de macroéconomie, microéconomie, droit des affaires, on avait anglais des affaires, de la bureautique, voilà. En prenant du recul, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de cette licence ? C'était bien, c'est bien passé, qu'est-ce que t'aurais à redire ? C'est une licence très généraliste, mais complète. Donc, je suis sorti avec beaucoup de compétences et rien à redire. Donc, vraiment une licence intéressante pour ceux qui sont orientés vers le business. D'accord. Quand t'entends business, tu veux dire quoi ? Business, ça peut être import-export, ça peut être finance, ça peut être tout ce qui est lié donc, à l'économie d'aujourd'hui. Ouais. Et pourquoi t'as fait ce choix ? Tu savais déjà que t'avais envie de travailler dans ce domaine-là, mais comment t'as pu être sûr de toi comme ça ? J'ai toujours aimé acheter et vendre, donc c'est toujours été une passion pour moi. Et je me suis dit que, étant jeune, je voulais vraiment être mon propre patron, donc ouvrir ma propre entreprise. Et je me suis dit qu'une licence en économie allait me donner toutes les bases et tous les acquis nécessaires pour entreprendre ce projet. D'accord, donc du coup ta licence se passe bien en soi ? Ouais. Ma licence se passe bien, je redouble la première année. Comme pas mal d'étudiants, la première année est compliquée, s'adapter, etc. Et cependant j'enchaîne l'année d'après et depuis tout roule quoi. Depuis tout roule. Et ça t'a pas fait en fait te dire bon bah je redouble, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ou vraiment ça t'a servi et tu t'es dit tiens maintenant j'ai la niaque, je vais y arriver ? J'ai plutôt une mentalité de si j'y arrive pas, je me relève et je fonce. Je savais que cette licence était pour moi, je ne me voyais pas ailleurs, je ne me vois pas faire de la médecine, du droit, ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc je me suis dit que c'était juste une faille, une petite erreur de parcours. Et j'ai foncé ensuite et tout va bien.
D'accord. Et à ta connaissance, il n'y a pas d'autre moyen du coup d'arriver à tes fins, ou c'est vraiment la seule possibilité, c'est de passer une licence MSH pour devenir entrepreneur ou en tout cas patron, etc. Pour moi, par rapport aux possibilités que j'avais, je voulais pas quitter Lyon, je voulais rester avec ma famille. Il y avait les écoles de commerce, mais je trouve qu'elles étaient trop chères pour ce qu'elles rapportent. Tout ce qu'elles rapportaient, c'était peut-être un réseau, et en soi, le réseau, je l'ai déjà. Donc, pour moi, une école universitaire, parce que c'est l'IAE, c'est ça, c'est une école universitaire, donc on a les mêmes cours que les écoles de commerce, mais en plus de ça, je trouve que c'est plus difficile que les écoles de commerce, parce que les écoles de commerce, on est aidé. Si tu n'as pas le niveau, tu passes quand même. Ici, c'est vraiment si tu n'as pas le level, t'es out. Et ça m'a conditionné à être plus performant dans mes études. D'accord. C'est des grosses promotions, non, dans cette licence, dans ce type de licence? On était 400 en L1. En L1. Et cependant, il y a 60% de redondants en première année. Ou 40, excusez-moi, je pense que c'est 40. Peut-être 40. Bon, en tout cas, il y a un beau pourcentage de redoublement. Et la deuxième année, par contre, c'est là où il y a 60% de redondants. Ah oui, et t'es passé. Je suis passé. La deuxième année est très difficile, c'est comme l'IA. D'accord, et pourquoi tu dirais que c'est difficile ou très difficile? C'est en termes de charge de travail, c'est... Oui, il y a une énorme charge de travail, on passe plein d'examens en même temps, c'est les semaines, c'est du 8h, 18h, presque tous les jours. Ouais. C'est un peu compliqué, la deuxième année, elle est un peu compliquée. Ouais, je vois. Quel conseil, du coup, t'aurais à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une licence MSH? La BU, c'est ta deuxième maison. Donc la BU, c'est la bibliothèque universitaire, pour ceux qui ne sauraient pas. Exactement, donc il faut passer énormément de temps chez soi, à la bibliothèque, il faut vraiment relire ses cours, bosser, et surtout, il faut être un peu passionné et être curieux, tout simplement, parce que, et surtout ne pas juste apprendre par cœur ses cours, il faut toujours questionner, remettre en question et élargir la vision. Et comment on fait pour être curieux dans cette licence? C'est toi, à partir de quels médias, ou en tout cas, quelles informations t'as pu choper pour parfaire tes connaissances? Journal, livre, film, documentaire. Un peu de tout, en fait, finalement. Un peu de tout, et je pense que même cette licence te conditionne à être curieux, parce que avec tous les projets, la licence est tellement généraliste qu'on devient un peu multifonction, on peut toucher à tout, être sur tous les... Et on est un peu poussé à élargir ses connaissances. Ok, donc ta licence se passe bien, la licence 3 un peu plus facile peut-être? Licence 3, c'est nickel, c'est très encore généraliste et un peu théorique, et donc tout se passe bien. Voilà. D'accord, un peu théorique. Donc du coup, est-ce qu'il y a des stages, vu que tu dis un peu théorique, ça me fait rebondir? Il y a un stage à faire donc en licence, qui est un stage de 2 mois, et ça doit être un stage au sein d'une entreprise où l'étudiant est amené à faire tout ce qui est gestion. Donc ça peut être un stage en comptabilité, ça peut être un stage dans une banque, une start-up, mais ça doit être un stage où l'étudiant est face aux enjeux économiques d'aujourd'hui. Et toi, du coup, t'as fait où ton stage? J'ai fait mon stage dans une boîte d'expertise comptable. Je voulais me lancer dans la finance et dans la comptabilité, l'audit, etc. Ouais. Et voilà, donc j'ai fait mon stage à Ecogef, expertise comptable, donc un stage de 2 mois, où j'ai été assistant comptable. D'accord, et on fait quoi en tant qu'assistant comptable du coup? Tout ce qui est database de clients, tout ce qui est achat, vente des clients, les liaisons bancaires, tout ça. Ça t'a plu? Non, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas continuer dans ce chemin. Qu'est-ce qui t'a déplu? C'est trop... passer mes journées dans un bureau ne m'intéresse pas tant que ça au final. Ouais. Et c'est un peu ça le métier.
Ouais, c'est un peu rester derrière son ordinateur et passer du temps. C'est pour ça qu'en master, je me suis lancé dans un truc, dans une voie plus internationale, le commerce international, l'import-export, c'est un truc qui m'intéresse un peu plus. Alors, est-ce que tu pourrais, du coup, nous en dire un peu plus sur ce master international? On va commencer par le master 1. Donc, le master 1. Master 1 AFI, Master 1 Affaires étrangères, qui est un master crédité EPAS à l'IAE. EPAS, alors ça veut dire quoi? EPAS, c'est une accréditation qu'on donne aux écoles de commerce. Ça veut dire que le master en soi est un master sérieux et réputé, en gros. Et donc ce master consiste, ce sont des cours de commerce international, d'import, d'export, et puis voilà, hein. C'est déjà pas mal. Oui, en gros, c'est ça. T'as certainement dû faire un stage aussi pendant cette... J'ai fait un stage, donc mon stage à De Lépine Sanitaire Luxe, qui est c'était un stage de 4 mois. Et ce stage, donc, qu'est-ce que De Lépine? De Lépine est un revendeur de produits sanitaires de luxe, donc tout ce qui est hôtel, etc., chalet, voilà. Et vu que je parle arabe couramment et anglais couramment, on m'a pris pour travailler dans le secteur Méditerranée, Afrique du Nord et pays arabes. Donc voilà. Comment tu fais pour trouver un stage finalement? Quand tu cherches un stage, c'est toujours galère. Dans la plupart des gens qui essayent de trouver un stage, c'est toujours très difficile. Comment toi tu fais pour trouver un stage? Moi, j'aime ce qui est le face à face. Donc j'y vais direct, je toque, je rentre et je dépose mon CV. En même temps, je peux avoir une conversation avec le patron s'il est là. Et à partir de là, c'est se vendre, tout simplement. Ouais. Est-ce que tu dirais, du coup, c'est pas difficile pour des personnes qui peuvent être timides, ou en tout cas annoncer la première expérience? En effet, ça peut être difficile, mais bon, après, il existe Internet et tous les sites qui pourront te permettre de faire ça sans rencontrer la personne. Mais si tu es dans cette voie-là, commerce international, il vaut mieux travailler sur soi et essayer de sortir de cette timidité, parce que ça ne va faire que ça va être que bénéfique pour toi si tu essaies de dompter cette faiblesse-là. Et comment on se présente alors qu'on va voir un patron comme ça? Il faut être très sérieux, il faut avoir montré qu'on est compétent, montrer qu'on est très intéressé par le poste, montrer qu'on a des compétences idéales pour ce poste, et c'est tout simplement de la vente, il faut savoir se vendre et montrer de qu'est-ce qu'on est capable. Et en termes de tenue, tu préconiserais quoi? De venir comme on habillait tous les jours, ou de faire un effort ce jour-là? Alors moi, j'aime bien m'habiller dans un style que j'appelle le professionnel urbain. Voilà. C'est comme ça que j'appelle ça. Donc pour les hommes, c'est chemise, jean, chaussures de ville. Donc faut pas être trop formel, faut pas venir en costard, en costume, c'est too much. Ce n'est pas un CDI, c'est juste un stage. Mais quand même, faut venir d'une manière c'est une chemise, c'est sérieux quoi, c'est pas... Et pendant les stages, si je peux encore un peu plus creuser la question, comment ça se passe? Qu'au bout de 2 mois, il me semble que c'est au bout de 8 semaines, en tout cas au bout de la 9e ou 10e semaine, qu'on est rémunéré. Du coup, comment ça se passe en termes de rémunération à ce titre, en tout cas dans cette formation-là? Donc, en France, si le stage dure moins de 2 mois, on n'est pas rémunéré. S'il dure plus de 2 mois, on est rémunéré, donc c'est 15% du SMIC, il me semble, et ça dépend des entreprises, on peut vous donner des tickets resto, si des grandes entreprises, je sais que Solvay, par exemple, donne à ses salariés un salaire complet. Donc, donc c'est pas mal. Donc tout dépend de l'entreprise. Faut choisir les bonnes entreprises. Si vous êtes dans une start-up, je vous assure que vous toucherez le SMIC, et des fois, c'est tout, vous aurez... pas le SMIC, excusez-moi. Vous toucherez donc 15% du SMIC, donc 400 €, 450. Ouais, donc par mois. Et puis en fonction, tu dirais que si c'est une plus grosse entreprise, du coup,
On a un chat qui mange, voilà, tout simplement, donc c'est un petit peu drôle. Bien sûr, c'est pas moi le chat. Du coup, voilà où j'en étais. Donc au niveau du stage, tu dirais, est-ce que si c'est une plus grosse entreprise, est-ce que du coup on se retrouve... Ouais, allez-y. Est-ce qu'on se retrouve avec un plus gros salaire ou pas, ou ça dépend? Bien sûr. Si on s'en trouve, ça dépend du profil de la personne. Hein. Si t'aimes bien tout ce qui est ambiance jeune, si t'aimes bien avoir plus de manœuvres dans ton stage, si tu veux aussi avoir plus de liberté, va vers une start-up. Ouais. Mais si t'aimes bien tout ce qui est la structure, sécurité, une vision claire, et va vers une grande entreprise. Moi personnellement, j'ai l'expertise comptable et la start-up donc de l'épine. C'était pas une start-up mais c'est une petite entreprise. J'ai pas trop aimé et là dans quelques jours j'enchaîne un stage à l'Olympique Lyonnais. Ouais, on va revenir dessus après, mais c'est une grande entreprise donc ça va pas être la même expérience. D'accord. Bon, parce que toi tu disais oui de se présenter aux entreprises, est-ce qu'il y a un site que tu recommanderais pour trouver un stage? Un site, tout simplement LinkedIn. Donc tu mets ton CV en avant qui est déjà là et tu contactes directement les entreprises, contacte directement les directeurs, les managers. C'est plus rapide. On a forcément des réponses, t'as déjà testé? J'ai testé LinkedIn, j'ai peut-être 30% de réponses. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon chiffre, on va dire. Surtout quand on demande un stage. Bon, du coup, j'aimerais revenir sur ta première année de master. Qu'est-ce qui t'a le plus plu et peut-être ce qui t'a le plus déplu dans ce master-là? Master 1, donc encore une fois, très généraliste. Je sentais pas que j'avais acquis autant de compétences que je l'espérais, tout simplement. Trop d'heures de cours qui ne servent à rien. Voilà, c'est des cours un peu, c'est du blabla. Enfin, j'ai l'impression que c'est du blabla parce que quand j'en ressors, je n'ai rien en tête, très clairement. Et une autre chose que je n'ai pas aimé, c'est que c'est un master, donc un commerce international. Je m'attendais à rencontrer des étrangers, tout simplement. Ouais. Et ce ne fut pas le cas. Et aussi le niveau d'anglais des professeurs et même des étudiants qui étaient c'était pas du top level, tout simplement. Ouais, sachant que toi t'es quand même bilingue. Oui, donc voire trilingue du coup. Quadrilingue, pardon. Je m'attendais juste à avoir un certain niveau un master plus international dans tous les aspects, que ce soit les étudiants, les cours, les profs. Vraiment, c'est ce qu'on nous vendait tout simplement. Et c'est pour ça que j'étais un peu déçu. Je ne vais pas te mentir. Ouais. Et du coup, les bons côtés, s'il y en a, parce que pour l'instant, pas l'impression. Les bons côtés, c'est que c'est un master réputé, tout simplement. Ouais. Quand tu ressors de l'IE avec ce master, tu ne vas pas galérer pour trouver un stage. Hein. De toutes les manières, en France, quand il y a international avant quelque chose, c'est déjà 1000 fois, c'est tout simplement du marketing, hein, c'est déjà ça attise, donc le bon côté, c'est vraiment que ce master est réputé, c'est le master le plus sélectif à l'IAE. Le master n'est pas difficile, hein, mais cependant ils font la sélection à l'entrée du master. Ils vont choisir vraiment les meilleurs, donc c'est 14 de moyenne et plus. Et même si le master en soi n'est pas difficile, c'est vraiment la sélection est faite avant le master. Il y a une lettre de motivation et un entretien pour l'entrée. Bien sûr, lettre de motivation en français et en anglais. Ah oui. Moi j'avais fait une en anglais, espagnol et français. Voilà, pour essayer de montrer tes qualités linguistiques. Et entretien, évidemment, parce qu'ils veulent voir ton niveau d'anglais en face to face. Ouais, donc t'as pu t'exprimer. En effet. Alors, je vais du coup un petit peu creuser en te demandant quels seraient tes conseils pour une super lettre de motivation.
Conseil. Français, anglais, tout confondu. Vraiment, essayez de rendre ça intéressant, tout simplement. C'est comme si on raconte une histoire, vraiment d'intéresser le lecteur. Moi, j'ai la chance de vivre dans plusieurs pays, dans 4 pays, je parle 4 langues, j'ai eu plusieurs expériences culturelles, professionnelles différentes. Et en fait, dans ma lettre de motivation, j'ai vraiment mis ça en avant. Donc c'est ma particularité, c'est ça qui fait que je me démarque des autres, tout simplement. Et c'est ce que j'ai mis en avant et ça a marché. Ouais, donc plutôt pas mal. Est-ce que finalement le fait d'avoir vécu dans plusieurs pays, ça fait ta force? En effet, ça fait ma force. C'est grâce à ça que j'ai eu les stages que j'ai eus, le master que je voulais. C'est rare de vivre dans ton pays à mon âge. C'est une richesse. J'en suis fier. Du coup, t'as fait quel pays d'ailleurs? Enfin, je t'ai pas fait encore développer sur cette question-là. J'ai vécu 5 ans en Tunisie, 5 ans à Malte. J'ai fait 7 ans ou 8 ans aux États-Unis et je suis en France donc depuis 2014. Donc 6 ans. Donc quand même un beau parcours déjà. Hein. Ouais, c'est un beau parcours. J'ai eu cette chance-là et j'hésite pas à la mettre en avant dans mes CV. Alors pour quelqu'un je suis sûr que chacun d'entre nous a des qualités et des passions et des particularités. Il faut vraiment mettre ça en avant dans sa lettre de motivation, dans son CV. Voilà. Ouais. Toujours mettre ses qualités en avant et jamais mettre de choses négatives. On le répétera jamais assez. Maintenant, on va en arriver à ton Master 2. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi il consiste? Il me semble que c'est la continuité de ton Master 1. Donc c'est la continuité logique dans Master 1, c'est pas la continuité officielle. Donc c'est un Master 2 International Business Realities. C'est un Master full anglais. Le Master AFI prend fin à la fin du Master 1. Il n'y a pas de Master 2 AFI. Cependant, il y a un Master 1 IBR et un Master 2 IBR. Donc, j'ai sauté dans une autre branche, dans un IBR, est-ce que tu peux me... IBR, c'est International Business. C'est ça. Ouais, okay. C'est le nom du master. T'avais pas tout de suite écho. Tous les défauts que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu voir dans le premier master, je ne les vois plus dans ce master-là. Donc, je suis vraiment épanoui dans ce master. Tout d'abord, le master est totalement en anglais. Qui est bien, qui est cool. Tous les profs sont des professionnels, donc qui travaillent dans des entreprises à dimension internationale, donc ils savent c'est leur vie, quoi. Ils savent de quoi ils parlent. Et aussi, on avait beaucoup d'étrangers. Donc on était 30 dans le master. Il y avait une dizaine d'Italiens, 5 Indiens, un Chinois, moi Tunisien, il y avait un Costaricain, enfin voilà. Beaucoup d'étrangers, beaucoup de cultures, un vrai melting pot, et c'est ce que je recherchais dans ce master. Un melting pot culturel, plusieurs langues, l'espagnol, du chinois, l'italien. Quand on rentre en cours à 8h du matin, on a le sourire parce qu'on se dit voilà, c'est le seul master à l'EU qui propose ça. Et c'était une belle expérience. Du coup, comment s'organise ce Master 2 ? Ce Master 2, donc, ce sont des cours... C'est un Master 2 qui commence donc de septembre à décembre. Ce qui est pas mal. Donc, en fait, c'est la moitié d'une année. Ouais, ça permet d'écourter un petit peu. Ça permet d'écourter, ce qui est bien pour nous, parce que ça veut dire qu'on peut commencer nos stages dès janvier. C'est purement stratégique de la part des directeurs du master. C'est parce que les entreprises recrutent vraiment dès janvier et c'est pour qu'on ait les meilleurs stages. D'accord. Et aussi parce qu'aux États-Unis et dans les autres pays aussi, en Angleterre, etc., on n'a pas le même système. Les étudiants en dernière année d'études commencent leur stage en janvier.
D'accord. Et toi, tu te retrouves dans une filière internationale et comme tu nous l'as dit tout à l'heure, tu décides de faire un stage, mais finalement, du coup, à Lyon. Alors pourquoi pas le faire à l'étranger ? Alors, j'ai eu deux choix. Donc, soit faire un stage à l'Olympique Lyonnais, donc c'est ma passion, le football, c'est vraiment ce que j'aime. Vu que j'ai un projet plus tard de travail dans le foot en Afrique, donc voilà. Et ma deuxième option, c'était un stage donc à New York, là où mes parents vivent, en tant qu'executive assistant pour une petite entreprise, une start-up. Et c'est ça qui a fait la différence, c'est vraiment que c'était une start-up et je voulais pas continuer dans ce domaine-là. Aussi, aux États-Unis, le droit du travail est complètement différent, donc les conventions de stage ici nous protègent, nous assurent de certaines choses. Là-bas, c'est tout un autre domaine et un autre sujet, on en parlera pas. Hein, mais en gros, si le boss n'est pas content, il peut te dire ciao du jour au lendemain, quoi. Et du coup, c'est difficile de valider son master comme Exactement. Ça. Donc, j'ai préféré jouer la sécurité et aussi, voilà, ça me passionne, c'est le foot. Je fais quelque chose que j'aime. Ouais. Pardon pour le petit chat qui décide de s'exprimer. Du coup, donc tu vas rentrer à l'OL, c'est ça ? Ouais. Donc l'OL, donc je fais partie de l'équipe de chasse. Je travaille dans le pôle B2B en fait, avec les chasseurs entre guillemets. C'est quoi un chasseur ? Un chasseur, donc c'est quoi ? C'est on chasse, on essaie de trouver des clients. Donc en fait, le pôle B2B c'est quoi ? On essaie de vendre des loges VIP aux entreprises pour des ventes sèches ou des ventes annuelles. Tout simplement. On a des loges, les loges les moins chères coûtent 100 000 € l'abonnement l'année. On essaie et ça monte à des prix assez exorbitants. Et on essaie de les vendre aux grandes entreprises Rhône-Alpes et en France pour qu'ils puissent faire un abonnement. Et voilà, c'est de la pure chasse. D'accord, pure chasse. Bon, tu vas découvrir du coup comment ça se passe. C'est la semaine prochaine, le début. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Bon. Du coup, on va pas s'étaler vu que bon, t'as pas vraiment commencé, voilà, mais c'est intéressant. J'aimerais te demander comment on rentre à l'OL. Je sais pas si c'est une question délicate ou pas, mais je tente. Écoute, je vais pas te mentir, l'OL est une entreprise, enfin c'est un club de foot, hein, tout d'abord, mais c'est aussi une entreprise très 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 fermé entre guillemets pour y rentrer surtout dans un stage de fin d'études, c'est assez compliqué. Voilà, je vous ai dit au début je te dis au début du podcast que j'avais pas besoin d'un réseau, c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans une école de commerce, et voilà, sûrement en réseau personnel, ça a fait preuve. Je suis rentré à l'OL grâce à quelqu'un, tout simplement. D'accord. T'avais tenté ta chance quand même avant d'essayer de rentrer par le biais non, je me suis pas cassé la tête. Bon, on n'aura pas trop l'info du coup. J'aurais donc une nouvelle question. Je pense que ça va faire partie des dernières questions que j'aurais à te poser. Notamment, vu que tu as fait plusieurs pays et que tu as été à l'école dans plusieurs pays, quelles sont les différences notables que tu as pu voir ? Alors, j'étais donc au lycée français de New York. J'ai fait aussi l'école internationale de Carthage. J'ai fait le lycée Édouard Herriot. J'ai aussi fait l'école internationale de Tunis. Et j'étais dans une autre école internationale à Malte aussi, Verdala International School. Donc l'établissement qui m'a plus marqué, c'était donc le LFNY, donc le lycée français de New York, parce que c'était vraiment un autre univers, c'était un autre monde. J'avais des cours en anglais et en français, c'est-à-dire que j'avais histoire, par exemple, j'avais 2 heures d'histoire géo le lundi en français, j'avais ensuite 2 heures d'histoire géo en anglais le même jour. Donc c'était vraiment un double cursus. Et c'est une richesse parce que j'ai tout fait en anglais et en français. Et j'en ressors avec un brevet franco-américain, un middle school diploma. Et voilà, donc c'était vraiment cette expérience-là qui m'a plus marqué. Et le lycée Édouard Herriot était pas mal aussi. C'était un lycée très intéressant. Ouais.
Donc la France plus ou la France moins finalement? Honnêtement, mon cœur a toujours été aux States. Bon, la France en moins du coup, mais bon, ça reste quand même de bonnes études dans l'ensemble et on a la chance d'avoir quand même voilà, tout le système français qui fait que en soi on peut rester dans le public et pas nécessairement payer des sommes exorbitantes finalement pour faire ses études. Au lycée français, c'était, il me semble, à l'époque, c'était $24,000 l'année pour un étudiant. Ah ouais. Aujourd'hui, on a dû réinscrire mon petit frère, donc ça a remonté à 38 000. Oula, ouais. Donc c'est des sommes immenses. Voilà. Et au lycée d'Ohio, c'était un lycée public. Hein. Ouais, donc la France plus. et ça, ouais, et le niveau d'études au lycée d'Ohio était bon. C'est très très bon. C'est un lycée à Lyon. C'est un lycée à Lyon. Ouais. Et donc voilà, donc la France quand même. Voilà. La France quand même. Bon, bah, mon ultime question, du coup, pour toi, Youssef, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui aimerait suivre un peu tes pas et qui aimerait, du coup, s'orienter vers le business pour devenir soit, bah, voilà, PDG de son entreprise ou quoi? Écoute, un conseil que je peux donner vraiment, c'est la grinta et la niaque. Si tu n'as pas ces deux choses, ça va être compliqué. La grinta et la niaque, c'est quoi? C'est se relever, se battre, vraiment être un prédateur dans sa tête, chasser les bonnes notes, chasser les opportunités de stage, chasser les contrats. Il faut vraiment se lever chaque jour et avoir un objectif en tête. Sauter sur toutes les opportunités qu'on a, et voilà, c'est de l'acharnement, mais ça paye parce qu'au final tu auras le poste que tu veux, tu auras le job que tu veux, tu auras le master que tu veux, mais ça c'est que via la grinta et la niaque, tout simplement. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce podcast et puis je te dis à plus. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Youssef de nous avoir partagé son expérience et son parcours atypique, plein de promesses pour la suite. Merci à vous d'écouter Hope, en espérant que cette expérience enrichisse votre vie et vous aide à ouvrir le champ des possibles. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram et laisser des commentaires et un maximum de pouces vers le haut. À lundi pour un nouvel épisode.